Bonjour à tous, bienvenue dans l'Industrie Connect sur la sécurisation des données. Je vais laisser la parole tout de suite à Claude Gentile qui nous accueille aujourd'hui et nous ouvre les portes du data center de BrainServe. Bonjour à toutes et bonjour à tous pour cet événement Alpine City. Industrie Connect. C'est un immense plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui dans des conditions certes un petit peu particulières, tant pour ceux qui sont présents que pour ceux qui sont derrière leur écran, que je salue également. Malgré tout, on va pouvoir voir qu'il est quand même possible d'organiser des événements de qualité avec des échanges intéressants entre les différents intervenants et les participants, vous verrez cela tout à l'heure. Et puis, j'en profite d'ores et déjà pour adresser mes remerciements et un grand bravo aux organisateurs et organisatrices, par ailleurs. Puis surtout, un grand merci pour vous tous qui donnez un peu de votre temps et qui allez donner aussi un peu de votre attention dans le cadre de cet event. On est tous très occupés, on apprécie beaucoup cela. Voilà. Sans transition, je vous souhaite un excellent event et je passe la parole à Delphine. Merci. Alors je le redis, bienvenue et également bienvenue aux participants qui sont en ligne en ce moment. On espère que vous nous entendez bien et puis surtout n'hésitez pas à participer via le chat, faites comme si vous êtes avec nous. Alors cette Industrie Connect sur la sécurisation des données, cette thématique nous a été insufflée en début d'année et elle est encore plus majeure aujourd'hui avec la crise sanitaire que nous vivons. Selon ICT Journal, les entreprises suisses ces 6 derniers mois ont été 355 fois par semaine la cible de cyberattaques. Et puis il y a un autre aspect qui est important qui est celui de la législation puisqu'on attend un renforcement de la loi de la protection des données tout prochainement. Alors comment on réussit à traiter cette thématique qui est large, complexe et aussi primordiale? Eh bien on a essayé de rassembler aujourd'hui différents intervenants avec des profils différents. On a des chefs d'entreprise, des avocats, un avocat, des experts en cybersécurité, on a aussi des académiciens et un délégué à la fonction publique. Et ils seront aujourd'hui pour essayer de vous apporter une vue 360 des enjeux de la cybersécurité. En tout, 8 intervenants que je remercie chaleureusement pour le partage d'expériences qu'ils nous offrent aujourd'hui. Cette Industrie Connect, elle s'intègre dans un programme intercantonal d'innovation en partenariat avec l'OPI, Innovo, Alliance et Platine. Et puis elle se poursuivra avec un projet pilote de groupe de travail collaboratif qui est vraiment dédié aux PME et avec l'objectif d'apporter des solutions concrètes à travers des ateliers. Enfin, je remercie chaleureusement toute l'équipe des BrainServe qui nous accueille aujourd'hui et puis qui va nous ouvrir les portes hautement sécurisées de leur data center. Merci beaucoup. Et puis, j'en profite pour vous présenter Gabriel Boissonnard, cofondateur de BrainServe, et qui va nous présenter, alors là je lis mes petites notes, si je retrouve, oui, son approche de la gestion de la sécurité informatique dans le cadre d'une infrastructure critique. Merci beaucoup. Et la zapette. Voilà. Bonjour à tous, encore bienvenue. Donc effectivement, je vais vous parler de la sécurité informatique dans le cadre de notre activité. Notre activité, c'est d'exploiter une infrastructure critique, un data center, qui doit avoir un haut niveau de disponibilité, qui doit fonctionner 24 heures sur 24. Et on va voir un petit peu quel est le rôle de la sécurité informatique dans ce cadre. Donc quelques mots sur BrainServe rapidement, je ne vais pas m'étendre, on aura l'occasion d'en parler plus pendant la visite. Donc nous sommes une société suisse, propriétaire de notre data center, basé ici à Crissier, dans une zone qui a un profil de risque environnementaux, naturels qui est favorable. Donc un data center, c'est un bâtiment qui est hautement sécurisé d'un point de vue de la sécurité physique. Et c'est une série d'infrastructures techniques, principalement infrastructures électriques, infrastructures de refroidissement, qui doivent être tolérantes aux pannes, redondantes, etc. Et ça, c'est la certification Tier 4 qui nous le garantit. Donc c'est en gros la garantie de la tolérance aux pannes de toutes nos installations. C'est un site qui est opéré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et la manière dont le site est opéré fait l'objet d'un audit annuel dans le cadre de l'ISAE 3402.
Donc, je rentre directement sur le sujet de la sécurité informatique. Donc, pour bien comprendre notre activité, nous mettons à disposition des surfaces sécurisées, mais des surfaces physiques, dans lesquelles nos clients vont installer leur système informatique. Les systèmes informatiques, c'est ceux de nos clients, c'est nos clients qui les gèrent. On n'est pas responsable de leurs données, on n'est pas responsable de sécuriser leur système d'information. Finalement, notre activité, c'est de gérer des infrastructures techniques, c'est de gérer des chaînes de production électrique, des chaînes de production de froid. Donc, quel est le rapport avec la sécurité de l'information? Le rapport, c'est le suivant, c'est que pour gérer nos installations, on se repose de plus en plus, comme beaucoup d'outils industriels, comme des chaînes de production, par exemple, sur des systèmes d'information. On a besoin de traiter une grande quantité de données pour que nos systèmes fonctionnent. Nos systèmes envoient des commandes de démarrage, par exemple, à des équipements. On a des sondes, des capteurs qui vont envoyer des consignes sur nos équipements. Tout ça, ça transite sur des réseaux informatiques. On récolte énormément de données aussi pour avoir une vue d'ensemble de nos installations, pour pouvoir rapporter aussi à nos clients les niveaux de service, nos niveaux de performance, leur consommation électrique. Par exemple, aujourd'hui, tous nos disjoncteurs électriques ont une adresse IP, sont reliés sur un réseau informatique. Et on traite finalement un grand nombre de données personnelles, principalement pour assurer la sécurité physique du site. Donc là, c'est les données d'accès, les données biométriques, des images de vidéosurveillance. Donc on voit que pour que le site fonctionne correctement, on a besoin que ces systèmes d'information qui sont sous-jacents finalement à notre métier, à notre exploitation d'outils industriels, ces systèmes d'information doivent être sécurisés, doivent eux-mêmes avoir un haut niveau de disponibilité pour que le tout fonctionne correctement. Donc comment est-ce que chez BrainServe on approche la gestion de la sécurité de l'information? Alors je vais pas faire un cours sur ISO, il y a des spécialistes dans la salle, mais il y a des canevas qui permettent de mettre en place des systèmes de gestion de la sécurité de l'information. La famille ISO 27000 s'applique tout à fait dans notre cas, dans les cas industriels, moyennant quelques adaptations dans la mise en œuvre de certaines mesures. Ce qui me paraissait important de partager ici, c'est de bien définir le périmètre sur lequel on va appliquer notre système de management de la sécurité. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure que les données de nos clients ne sont pas de notre ressort, donc ils sont hors du périmètre. On se rend compte aussi que nos données, je dirais, qui sont communes à n'importe quel PME, type serveur de fichiers, boîte mail, etc., c'est pas ça qui va mettre en péril notre exploitation. C'est pas ça qui va faire que nos génératrices vont pas démarrer ou que nos groupes froids vont pas avoir la consigne de démarrage. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de cibler les mesures, dans un premier temps, sur les processus clés en termes d'objectifs d'affaires, en termes d'exploitation, et ensuite de se poser la question, quels sont les objectifs spécifiques en termes de sécurité? Est-ce qu'on veut protéger la confidentialité? Est-ce qu'on veut protéger la disponibilité ou l'intégrité des données? Et ça permet vraiment d'avoir un périmètre qui est bien ciblé, et ensuite, on fait une démarche d'analyse de risque standard, où on va lister les actifs, évaluer les scénarios de menaces et implémenter un certain nombre de mesures. Pardon. Donc j'ai pris, je m'excuse, il n'y a pas les animations, j'ai pris un exemple ici de mesure qu'on a mis en place, qui est une mesure relativement simple mais assez efficace. On a séparé les données par type en fait sur nos différents réseaux, donc on a des données techniques, des données de sécurité qui sont purement des données d'accès par exemple, et des données de vidéosurveillance. Et puis ce qu'on a fait chez BrainServe, c'est que toutes ces données qui sont vraiment propres à l'exploitation du data center sont complètement isolées physiquement de l'extérieur. Donc c'est des réseaux fermés, c'est ce qui s'appelle le air gap aussi. Et ça, c'est évidemment une mesure qui est relativement simple à mettre en place, qui est relativement simple à contrôler, en tout cas plus facile que de contrôler la sécurité des portes d'accès qu'on aurait sur ces réseaux, et qui réduisent fortement la probabilité de tous les scénarios de menace qui nécessiteraient des accès depuis l'extérieur à travers le réseau. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que ces mesures, finalement, elles vont contribuer à plusieurs choses, elles vont agir sur plusieurs niveaux. Notre préoccupation première, c'est d'assurer que nos installations fonctionnent. C'est que nos installations de froid refroidissent 24 heures sur 24, que nos installations électriques produisent l'électricité quoi qu'il arrive, etc. Et donc on veut absolument limiter les risques de panne ou de dysfonctionnement. Et vu qu'on a des commandes qui circulent à travers des réseaux, on voit que si ces réseaux sont isolés, alors on améliore finalement l'intégrité et la disponibilité de ces données en écartant tous les scénarios qui permettraient par exemple à
des virus ou à des sites corrompus, d'infecter un réseau, de se propager sur un réseau de commandes et de mettre indisponible une série d'installations. On améliore aussi évidemment la récolte de données sur ces mêmes réseaux. On prévient les accès non autorisés. Donc ça, c'est par exemple à travers un portail qui pourrait être sécurisé pour annoncer des visiteurs, des choses comme ça, qui sera en lien avec une base de données qui permettrait de configurer des droits d'accès, donc qui a le droit d'ouvrir quelle porte avec son badge. On voit bien que si ces réseaux sont accessibles depuis l'extérieur, on a un risque de fraude qui est important. Et en fermant ces réseaux, on améliore la sécurité de ces données. Et puis finalement, on améliore aussi la confidentialité de toutes les données personnelles, vu que toutes les données personnelles sensibles qu'on traite sont dans des réseaux qui sont sécurisés, qui sont a priori pas accessibles depuis l'extérieur. Alors on est d'accord que ce n'est pas une mesure qui se suffit à elle-même, il y a d'autres choses qu'il faut mettre en complément, mais je trouvais intéressant de montrer que par une mesure relativement simple, on arrive à bien sécuriser l'outil de production. Voilà, donc en conclusion, ce que je voulais vous partager, c'est l'importance de la sécurité de l'information, même si on exploite a priori des génératrices, des groupes froids, des armoires de climatisation. Aujourd'hui, on peut difficilement faire l'impasse sur cette problématique. C'est important d'avoir une démarche structurée et de bien cibler les actions qu'on veut mettre en place pour vraiment s'assurer qu'elles nous aident à atteindre nos objectifs d'affaires. Et finalement, l'impact et la pertinence de mesures relativement simples, telles que l'isolation des réseaux. Je vous remercie. Merci. On a 2 minutes pour une question, si jamais. Non, c'était tellement précis. Je ne sais pas s'il y en a une dans la salle. Eh bien, on n'a pas de questions. Merci. Du coup, on accueille maintenant Nicolas Frey, juste ici. Vous êtes cofondateur de CyberSafe, l'association suisse pour le label de cybersécurité. Et vous allez nous proposer un retour de terrain des entreprises concernant les problématiques de protection des données. Merci beaucoup. La zapette, oui. Voilà. Extra. Et merci. Bon. Merci. Voilà. Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de représenter le label CyberSafe. J'aimerais qu'on parle un petit peu des PME, essayer de mieux comprendre quelles sont les données, quelles sont la valeur des données au sein des PME. Ça devrait être blanc, mais pas jaune. Désolé pour la couleur. Donc peut-être, je vais commencer rapidement par une présentation. Donc nous sommes une association, je vais tout le faire par oral, histoire que ceux qui ont des mauvais yeux arrivent à comprendre. Donc on est une association à but non lucratif. On a mis en place un label avec un processus participatif avec des représentants du monde académique, des représentants aussi du monde étatique, avec l'État de Genève notamment, la Confédération suisse, mais avant tout avec des représentants de l'économie. On a des représentants de toute l'économie suisse romande, notamment la CVCI dans le canton de Vaud. Notre objectif dès le départ, c'est de mettre en place un label qui soit pragmatique, qui soit applicable et facile à mettre en œuvre pour une PME. Et pour ça, d'avoir des représentants de l'économie nous a beaucoup aidé à placer les curseurs au bon endroit pour ne pas avoir quelque chose de trop exhaustif mais d'inapplicable finalement sur le terrain. Un élément important à comprendre, c'est que nous sommes indépendants. Nous ne vendons pas de solution. Nous mettons en place un label qui évalue l'état des lieux, qui met un curseur à atteindre pour les PME, mais à aucun moment nous n'allons vendre de solutions, nous allons proposer des services complémentaires pour pouvoir atteindre ce niveau-là. C'est quelque chose qui se fait avec le prestataire habituel. Voilà, assez parlé de nous. Maintenant, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu aux PME. Il y a eu un sondage sur la cybersécurité qui a été effectué par la CVCI il y a 1 année et demie. Et dans ce sondage, il est ressorti que 65% des PME se sont concernées par les cyberrisques, mais 1% des PME uniquement a identifié quels étaient ces cyberrisques. 65 contre 1%. C'est un élément qui nous a marqué, puis on s'est dit que c'est quelque chose sur lequel on voulait travailler, de manière générale avec notre label, mais un petit peu aussi aujourd'hui. Donc j'aimerais déjà juste revenir sur, en fondamental, qu'est-ce que c'est un risque ? Un risque est constitué de 3 éléments. Il faut des dangers,
Aujourd'hui, les dangers, on les connaît plus ou moins, on en entend pas mal parler des différents dangers qui sont autour de l'IT. Mais il faut aussi des vulnérabilités, donc des défaillances dans les protections ou l'absence de protection. Et le troisième élément constitutif d'un risque, on n'en parle pas assez, à mon avis, aux PME, c'est qu'il y ait de la valeur. Si une PME n'a rien à perdre en termes de données, une PME n'a pas de risque, en tout cas pas dans l'aspect cyber. Donc c'est important d'essayer de voir combien une PME a à perdre pour pouvoir savoir comment se protéger contre les dangers. Donc on considère de manière générale tous les dangers, qu'ils soient internes ou externes, que ce soit des problèmes de hackers, de cryptovirus, mais aussi les pannes en interne. On considère les risques de l'IT de manière générale. Et avant tout, on met ça en relation avec la valeur des données. Donc une PME, pour valoriser ses données, doit se dire, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Ça, c'est un processus qui n'est pas forcément facile aujourd'hui. Combien ça va me coûter si je me prends en cryptovirus? Je vous invite, patron de PME, à faire déjà une démarche qui est facile à faire, qui consiste à catégoriser vos données. Qu'est-ce que j'ai comme données? Ah ben tiens, est-ce que j'ai un carnet de clients nécessairement, des contrats? Qu'est-ce que vous avez d'autre comme données? Des brevets, de la recherche et du développement ou de la propriété intellectuelle. Donc faites une liste de toutes les données que vous avez et des endroits où elles se trouvent. Ça, c'est un premier élément, une première étape qui est relativement importante. Je vous invite aujourd'hui à réfléchir à un type de données. Si demain, vous n'avez plus accès à vos données, quelle serait la première donnée à laquelle que vous iriez chercher pour pouvoir continuer vos activités? Réfléchissez à ça, définissez ce type de données dans votre tête et réfléchissons ensemble. Waouh, je suis vraiment désolé, hein, c'est totalement illisible. Sur quels sont les impacts sur les trois axes. Hein, les axes CIA, l'acronyme est facile à retenir, même s'il est un peu plus difficile à lire. La confidentialité. Donc, pour le type de données que vous avez sélectionné, qu'est-ce que ça va vous coûter si ces données, demain, sont publiées sur Internet? Si vos pires concurrents ont accès à ces données? Combien vous risquez de perdre de chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a des aspects évidemment légaux, gestion de crise, communication? Mais avant tout, quel est votre chiffre d'affaires, l'impact sur l'image, et puis comment ça va impacter votre business? Et pour chaque donnée, vous devez faire cette réflexion-là. La même chose pour l'intégrité. Vous dites, mais si quelqu'un peut modifier les données. Et sur le terrain, en général, on constate avec les PME qu'elles nous disent « Ouais, mais si on modifie mes données, moi je vais bien voir, et puis ça aura peu d'impact. » Oui, mais si quelqu'un modifie le compte de destination de votre plus gros sous-traitant, est-ce que ça n'aura pas d'impact? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Donc l'intégrité des données, c'est aussi un élément important. Et finalement, la disponibilité ou accessibilité, si on veut correspondre au A de l'acronyme, si vos données ne sont plus accessibles, combien ça va vous coûter? Là, on a eu un exemple d'une PME de 15 employés qui a perdu, s'est fait chiffrer ses données de manière définitive par un vilain crypto qui ne redonnait pas les accès, hein, même après paiement. Donc, ils n'ont pas payé, ils ont eu raison. Mais à l'arrivée, il y a 15 personnes qui ont travaillé pendant 3 mois pour reconstituer leurs données et remettre la société à flot. Ils ont eu énormément de chances de ne pas faire faillite. Mettez-vous à leur place, 15 personnes pendant 3 mois. Imaginez la masse salariale et le coût qu'a eu sur cette société l'impact. Donc, pour chacune de vos données, dites-vous combien ça va me coûter si je les perds. Ça vous permet, à la fin, ça vous fait un tableau avec les types de données que vous avez et les différents impacts. Et ça vous permet de vous concentrer sur quelles sont les prochaines actions à effectuer par rapport à votre situation actuelle. Quelles sont les protections à mettre en œuvre? Donc les protections, c'est pas comme certains le disent du gruyère, parce qu'on sait ici que le gruyère n'a pas de trou, mais bien de l'emmental. Et il n'y a pas de protection sans vulnérabilité. Toutes les protections que vous avez en place peuvent avoir des vulnérabilités. Donc il faut bien choisir les protections. Je prends l'exemple de certains antivirus gratuits qui sont relativement faciles à contourner quand on est dans la position d'un hacker. Ça vous donne des protections de ce type-là. Donc régulièrement, on fait des tests pour essayer de voir ce qu'on arrive à contourner comme antivirus. Et puis en moins d'1 heure, certains antivirus sont très très vite contournés. Donc pour éviter une solution comme ça, on va se dire maintenant, comment est-ce que je vais faire pour améliorer mes risques?
Il faut valider l'existant, il faut déjà vérifier que ce que vous avez fonctionne bien. Si vous n'avez pas de procédure pour vérifier vos sauvegardes, vérifiez vos sauvegardes. Ça, c'est aussi une expérience qu'on a eue au début d'année avec ce label. On a été dans une PME qui brasse des dizaines de millions de francs chaque mois. On a été regarder la sauvegarde, il y avait un joli vu vert, mais ça faisait 6 mois qu'elle ne fonctionnait pas. 6 mois sans sauvegarde. Donc voilà, testez sur le terrain, mettez en place des vérifications. Essayer d'améliorer la situation, donc avec une matrice comme ça, un type de données et puis impact, ça vous permet déjà de choisir quelles bonnes pratiques appliquer. Parce que des bonnes pratiques, vous en trouverez à l'appel, mais laquelle vous devez appliquer en premier, laquelle aura le plus d'effet, ça c'est l'élément sur lequel vous devez vous concentrer en fonction du type de données que vous avez. Et puis finalement, le suivi à long terme, ce que vous mettez en place, faites le nécessaire pour que ça continue à fonctionner. Donc, dans notre réflexion, on s'est dit aujourd'hui, finalement, quels sont les acteurs qui peuvent faire ça? On a vu que l'État, ce n'était pas vraiment son rôle. Les prestataires IT, c'est toujours des fois un petit peu ambigu parce que les PME, elles veulent bien travailler avec leurs prestataires, mais ils ne sont jamais sûrs de savoir si l'offre qu'on leur propose, c'est pour leur intérêt ou pour l'intérêt du prestataire. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, nous, on va essayer de proposer un package complet qui va essayer d'évaluer l'existence sur place, qui va aller faire un audit, on va les vérifier physiquement, que tout fonctionne correctement. On ne va pas croire une société qui nous a dit « Oui, mais moi j'ai sensibilisé mes utilisateurs ». On va leur envoyer des mails de phishing puis on va vérifier quel est le score derrière. Et puis c'est sur cette base-là en fait, qu'on travaille pour évaluer une société. Il faut vraiment vérifier sur le terrain l'organisation, l'infrastructure et puis ensuite définir un plan de route. Et puis dans la démarche qu'on a proposée, qu'on propose dans le cadre du label, on sort un rapport qui définit les prochaines mesures à prendre par ordre d'urgence en fonction de la situation de la PME et de la simulation qu'on a pu effectuer. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. Bravo. Alors, on va passer à la table ronde. J'invite tous les intervenants à me rejoindre. Voilà. Ça joue pour ceux qui nous regardent en ligne, etc. Ok. Alors, messieurs, bienvenue. Bonjour. Alors, je vous propose de faire un tour de table, un rapide tour des présentations. J'ai pris des petites notes sur vous. Alors, je continue avec Nicolas Frey, qu'on vient juste d'entendre, cofondateur de CyberSafe, mais vous avez également créé une société Seculting SA qui développe des outils de quantification des cyberrisques dans les entreprises. Et vous conseillez aux entreprises de se protéger à la hauteur de la valeur de leurs données. Bienvenue. Steven Meyer, vous êtes CEO et cofondateur de Zendata, une société qui propose des services de défense contre les attaques informatiques, l'espionnage industriel, le chantage digital ou encore le vol de données. Et puis, vous observez un manque de prise de conscience des PME sur la sécurité informatique et vous répondez volontiers aux 3 noms récurrents que vous entendez souvent. Patrick Amaru, bienvenue. Vous êtes directeur général de la DGNSI, donc Direction générale du numérique et des systèmes d'information à l'État de Vaud. Vous bénéficiez d'une grande expérience dans la gestion de projets IT et vous avez travaillé au sein d'entreprises internationales comme IBM ou encore HPE. Et vous soutenez que toutes les entreprises sont concernées par la sécurisation des données. Petites ou grandes, il faut agir. Sarian Bryce, juste ici, navré encore pour la prononciation du prénom, mais c'est courant maintenant. Donc vous êtes professeur HES en cybersécurité à la HEG Genève et vous travaillez actuellement sur des outils d'automatisation des processus de cybersécurité à destination des entreprises qui manquent de ressources et d'expertise. Et on forme les informaticiens de demain aussi. Et vous formez les informaticiens de demain. Ouais. Et j'ai quand même noté que vous encouragez les entreprises à se responsabiliser. La cybersécurité ne peut pas être totalement externalisée, cela implique toute l'organisation de l'entreprise. Christophe Zaretti, juste ici. Vous êtes directeur adjoint de Claval Europe.
entreprise leader de la vanne automatique à membrane utilisée dans le monde entier, notamment pour la distribution de l'eau potable et les systèmes de protection incendie. Vous êtes également responsable de l'équipe R&D. Vous avez vraiment pu orchestrer la transformation digitale de Claval. Et j'ai noté que derrière tous ces grands mots, IoT, Big Data, AI ou encore Industrie 4.0, vous attirez notre attention sur la réalité d'implémentation du numérique et des systèmes de sécurisation des données. Bienvenue également. Philippe Fischer. Bonjour, merci. Vous êtes avocat associé, fondateur du cabinet Auberson Adel SA. Vous connaissez bien la législation de la protection des données et les questions relatives à la cybersécurité. Et vous souhaitez aujourd'hui démystifier la nouvelle législation suisse et surtout rendre les entreprises attentives à la gestion du risque réputationnel. Et enfin, Patrick Ségu. Bonjour. On ne le présente plus. Vous êtes cofondateur et directeur des partenariats stratégiques de BrainServe. Ingénieur EPFL en microtechnique, vous avez bâti de multiples projets dans divers domaines. Mais aujourd'hui, c'est votre expertise dans les infrastructures IT dont vous allez nous faire bénéficier. Messieurs, bienvenue et merci encore d'être là. Merci. Alors, donc là, j'ai quelques questions et ensuite, si vous voulez commencer à préparer vos questions, on vous laissera la parole. Et également, pour ceux qui nous suivent en ligne, écrivez vos questions sur le chat et puis Sandrine nous fera un retour. Merci. Ma première question, puis je me tourne un petit peu vers Steven. Quels sont les obstacles récurrents des entreprises qui les empêchent de mettre en place une bonne sécurisation des données ? Alors c'est vrai qu'on se rend souvent compte quand on parle surtout aux PME qui sont très réticents à devoir implémenter de la cybersécurité. Vous avez parlé avant des 3 non, des 3 réponses qu'on entend le plus souvent où ils disent qu'ils n'en ont pas besoin. Essentiellement, la première chose qu'ils disent on est trop petit. Qui aurait envie d'attaquer une petite PME et ce qui est vrai que c'est aussi une faute de la part des médias. On parle tout le temps dans les médias des grosses attaques, des grosses multinationales qui sont attaquées et on ne parle jamais des petits vols parce que c'est moins intéressant. Mais quand on se rend compte, c'est quand c'est la dernière fois qu'on a entendu qu'une banque s'est fait cambrioler, c'était il y a longtemps. Qui sait qu'il y a un voisin ou un ami qui s'est fait cambrioler à la maison, ça arrive tout le temps. Donc on se rend compte que dans le vol physique, on a envie d'attaquer les petites structures, les privés. C'est la même chose dans le digital. La deuxième réponse qu'on entend, c'est on n'a rien à voler chez nous, on n'a rien de confidentiel, on n'a rien de sensible. Et ça reprend un peu ce que Nicolas avait dit tout à l'heure. Il faut comprendre la valeur de ces données. Et en fait, tout est monétisable. Les hackers, les criminels arrivent toujours à trouver une valeur aux données qu'ils prennent, que ce soit pour nous la revendre comme des ransomware, que ce soit pour la modifier et abuser du fait qu'on va l'utiliser pensant qu'elle est légitime, ou même la publier, la donner à des concurrents. Donc, il y a cette manque de conscience. Et le dernier, c'est le côté un peu fataliste où les gens se disent, oui, mais même si ces grands se font hacker, Google se fait hacker, qu'est-ce que moi, petite entreprise, je vais pouvoir me protéger correctement ? Et là, de nouveau, se mettre dans les pieds d'un hacker. Un hacker, lui, il cherche à faire quelque chose de rentable. Donc, il est prêt à investir beaucoup d'argent pour attaquer une grosse boîte et il va investir moins d'argent pour attaquer une plus petite boîte. Donc, c'est une petite boîte et on a un niveau de sécurité qui est supérieur aux autres, ou en tout cas supérieur à ce qu'un hacker est prêt à investir pour vous hacker, il ne va pas le faire et il va se retourner vers quelque chose de plus rentable. Donc en ayant ce genre de conversation, les entreprises se rendent compte qu'ils ont un besoin et qu'il y a des choses à faire qui sont rationnelles dans leur point de vue business. Vous, Cyriane, qui est au contact des PME, justement, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, et donc j'entends souvent ce qu'il dit Steven. En plus, ce qui est difficile, c'est qu'on voit les PME, et ils sont nombreux, la plupart des gens qui travaillent en Suisse travaillent pour les PME, de petites structures, moins de 10 personnes, et on porte un message très anxiogène. Ils disent « un de plus » de nos jours, et une chose qu'ils disent « ok, d'accord, mais qu'est-ce que je dois faire ?» En fait, parfois, ils ne cherchent pas de solution, ils cherchent d'accompagnement. Donc, est-ce que je dois utiliser WhatsApp ? Est-ce que je dois... Et donc, ils savent « ok, quoi faire ?» Je n'ai pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de connaissances de ce sujet dans la boîte. Et le premier blocage, c'est alors, qu'est-ce que je fais ? On peut leur conseiller des outils, on peut mettre en place un firewall, mais le firewall va se gérer. Et ça, il peut manquer la connaissance. Donc, c'est vraiment l'accompagnement qui la manque souvent.
Justement, on va donner la parole à un directeur de grande PME, on va dire, Christophe Zaretti. Alors, vous avez orchestré la transition numérique de Claval. J'ai envie de vous demander par où on commence un tel projet et quel est le plus grand risque dans votre domaine? Merci. Donc déjà, pour resituer, on est exactement dans ce type de contexte. On parle vraiment d'une PME, une petite entreprise. Malgré qu'elle soit leader, je dirais, mondial, on est actif dans tous les pays pratiquement du monde. Ça reste une PME, je dirais, ici en Europe, d'une centaine de personnes. Et on est typiquement justement dans un domaine encore plus complexe parce qu'on est une PME, mais en plus dans le domaine industriel. Donc ce qu'on fait, c'est des produits, comme vous avez dit, c'est des vannes. Donc c'est des produits en gros qui permettent de gérer notamment la pression dans les réseaux d'eau ou les débits dans les réseaux d'eau ou la protection incendie. Donc on parle de kilos de métal, c'est de la fonte. Donc le cœur de métier, là, on est plutôt au niveau de la clé à molette qu'au niveau du serveur et du clavier et de la souris, je dirais. Donc un des premières choses à faire, c'est déjà de faire le pas, de le faire, d'aller en avant. Donc la première chose, c'est mettre en place une équipe. Si vous n'avez pas les gens avec vous, vous n'y arriverez jamais. Donc il faut de toute façon avoir les gens avec vous, il faut trouver les bonnes personnes. Et pour ça, justement, chez Claval, nous avons la chance d'avoir, je pense, en toute humilité, une des meilleures équipes qu'on puisse avoir. On a aussi la chance d'être, je dirais, dans un environnement ici, en Suisse romande, avec les différentes universités qu'on a, les PFL et autres, hautes écoles, avec de la connaissance. Mais évidemment, encore une fois, notre cœur de métier, il est plus au niveau du métal, de la mécanique et de l'hydraulique qu'au niveau je dirais, des données elles-mêmes. Donc Laval a un historique, je dirais, d'innovation. C'est comme ça qu'on se démarque de nos concurrents depuis toujours, finalement. Mais l'innovation aujourd'hui, c'est beaucoup, finalement, de l'électronique, c'est des objets connectés. Donc nos vannes sont maintenant connectées et communicantes. Donc qui dit objets connectés et communicants, dit évidemment données. Et comme vous pouvez tous le comprendre, quand on parle de l'eau potable, pour pas mal de gouvernements, c'est une denrée, je dirais, sensible. Donc, je dirais, nos clients sont assez sensibles à la sécurisation qu'on en fait dès qu'on parle de données et de vannes qui communiquent sur nos serveurs. Donc ça, c'est un aspect essentiel. Ça nous a obligés finalement à faire un pas de plus vers cette sécurisation. On ne peut pas le faire tout seul, on a besoin de partenaires pour le faire. On a besoin de gens qui nous entourent pour ça. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, donc il faut trouver les bons partenaires. Parce que souvent, on a tendance à... On travaille en consultant, puis le consultant, comme tout le monde le sait ici, son rôle, c'est de vous faire implémenter le mouton à 5 pattes, parce que finalement, il va se protéger de cette manière-là, de toute erreur. Donc il s'agit de trouver les gens qui sont pragmatiques et qui comprennent ce que vous faites et qui puissent vous accompagner, un petit peu comme ce que Nicolas disait tout à l'heure, c'est des gens qui comprennent ce que vous faites et qui puissent vous accompagner. Alors évidemment, on parle de société industrielle, nous sommes actifs chez Claval au niveau mondial, je dirais, donc... Ici, on est dans notre petit îlot suisse avec nos prix suisses. Il faut que les consultants comprennent aussi qu'on est dans d'autres types de coûts. Si on veut rester compétitif, je dirais, on est beaucoup plus sensible à ce genre de choses. Donc le coût reste un aspect très important. Pas seulement le coût, je dirais, de la solution elle-même, mais je dirais le coût de ce qu'on veut faire et le coût de la prestation du consultant. Et évidemment, pour ce faire, on a aussi besoin des instances plus gouvernementales, je dirais, qui nous accompagnent là-dedans, des instances comme Innovo, on travaille beaucoup avec Innovo, qui permet de nous accompagner, pas forcément sur la sécurité des données elles-mêmes, mais finalement qui nous accompagnent sur des solutions qui permettent d'être pérennes et qui nous permettent d'innover. C'est ça les challenges principaux, je dirais. Mais au bout du compte, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est le travail d'une équipe et il faut avoir l'équipe avec soi. Merci. L'Europe a annoncé son renforcement en termes de RGPD. La Suisse suit le même chemin et on attend des annonces tout prochainement. Quels vont être les grands changements, Philippe Fischer, et quels impacts pour les entreprises? Très bien, merci beaucoup. C'est vrai que j'aimerais peut-être structurer mon intervention sur 3 axes. Il y a effectivement des questions légales qui, moi, comme avocat, m'intéressent, mais je comprends aussi que c'est d'un intérêt limité pour un certain nombre d'entrepreneurs. Mais peut-être après parler aussi des attentes des autorités, en particulier en matière de protection des données, et puis peut-être rapidement aussi parler des sanctions, qui est pour moi un sujet qui n'est pas le sujet le plus central, mais qui malgré tout, en tout cas dans les médias, a attiré le plus d'attention.
Au niveau de la loi, on a évidemment une loi européenne en matière de protection des données, le RGPD, entré en vigueur en mai 2018. On avait l'impression que la Terre allait arrêter de se tourner au 25 mai 2018 quand cette nouvelle loi est entrée en vigueur. La réalité, c'est qu'on a continué à vivre. Et donc finalement, cette loi a aussi pu être mise en place de manière relativement pragmatique dans l'Union européenne. Et on espère qu'on arrivera à faire quelque chose de similaire en Suisse, parce qu'en Suisse, on a aussi une révision de la loi sur la protection des données qui date des années 90. Donc le monde, évidemment, a un tout petit peu changé depuis 1992. On a aussi un processus de révision de la loi suisse qui est actuellement même au cours du Parlement, traité par le Parlement. Et on espère que d'ici la fin du mois de septembre, de cette session parlementaire, on ait une nouvelle loi en Suisse aussi en matière de protection des données. Alors on peut débattre pendant des heures, et ça intéresse des juristes, mais ça intéresse peut-être moins à nouveau les entrepreneurs, sur la question de savoir si cette réglementation européenne s'applique aussi à des PME en Suisse, parce que peut-être cette PME a également des clients dans l'Union européenne, ou peut-être qu'elle tombe sous le coup de cette loi. C'est un débat qui pour moi est essentiellement théorique, parce qu'une fois qu'on aura la nouvelle loi suisse, qui d'une certaine manière va remonter les exigences de droit suisse au niveau européen, finalement, on sera quasiment au même niveau que l'Union européenne. Donc aujourd'hui, je pense que les PME doivent avoir conscience qu'on a basculé peut-être dans un monde que j'appellerais de la maturité en matière de protection des données. Et donc, qu'on applique les règles européennes ou le futur droit suisse, c'est important de tenir compte de ce changement de paradigme, mais aussi des attentes des autorités. Et je crois que les attentes des autorités, tant dans l'Union européenne, mais aussi des autorités suisses, et principalement le préposé, c'est d'avoir une maîtrise sur les données personnelles qui sont traitées par une entreprise. Et si on rapporte ça peut-être à une industrie, je suis persuadé que si on va dans une usine Volkswagen, le gérant de cette usine saura où n'importe quel boulon qui est utilisé pour construire une voiture, où ce boulon se trouve, quel est le stock de ces boulons, est-ce que c'est auprès d'un sous-traitant, est-ce que c'est en entreprise, comment ce stock de boulons est protégé. Je suis persuadé qu'il y a ce genre de mesures de traçage qui sont mises en place dans l'industrie type automobile, et je crois qu'on devrait d'une certaine manière essayer de transposer ça aussi au monde des données et arriver à avoir aussi au sein des entreprises une très bonne vision et une très bonne maîtrise de la question de savoir où se situent nos données et deuxièmement comment ces données sont sécurisées. Et s'agissant de cette sécurisation des données, il y a évidemment toute une question de mesures techniques. Et là, évidemment, moi, comme avocat, je dois faire preuve d'une grande humilité parce que ce n'est pas du tout mon domaine de me prononcer sur les mesures techniques en matière de sécurité des données, mais aussi les mesures plus de nature organisationnelle qu'on peut prendre. On peut penser à une limitation des accès aux données personnelles sur une base need to know, donc seulement les personnes qui ont vraiment besoin d'avoir accès au sein de l'entreprise à certaines données disposent de ces accès et que les données ne sont pas ouvertes finalement à tous les collaborateurs de l'entreprise. On peut réfléchir à des délais de conservation et donc aussi de destruction d'un certain nombre de données. On peut réfléchir à la relation avec les différents sous-traitants, y compris les sous-traitants de type BrainServe qui stockent les données. On peut penser à effectuer des background checks sur les employés qui ont accès à des données particulièrement sensibles au sein de l'entreprise. On peut réfléchir à un monitoring des accès à certaines bases de données d'entreprise et évidemment à la question de la formation des collaborateurs. Donc il y a tout un aspect de mesures organisationnelles qu'on peut également mettre en œuvre pour, dans une dimension juridique, limiter les risques. Parce que les risques, c'est quoi? Et c'est peut-être avec ça que j'aimerais terminer cette petite intervention. Vous avez évidemment le risque de ces fameuses amendes RGPD dont on a beaucoup parlé et qui ont beaucoup été utilisées. Et là, je rejoins un point qui a été fait par les consultants pour faire peur. La réalité, c'est qu'il n'y a pas eu des amendes disproportionnées qui ont été prononcées dans l'Union européenne, en laissant de côté des cas tout à fait spécifiques d'entreprises de type Google, qui certes ont eu une amende de 50 millions d'euros en France par rapport à des questions de protection des données, mais évidemment 50 millions d'euros rapportés à un business comme Google, évidemment les relations sont tout à fait différentes par rapport à ceux dont on parle ici. Pour moi, le risque principal, ce n'est pas la sanction RGPD, voire la sanction qu'on aura sous l'empire de la future loi suisse. Mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'on aura à l'avenir une autorité, qui est le préposé fédéral à la protection des données, qui pourra mener des enquêtes, qui pourra, en cas de data leak, aller voir l'entreprise, essayer de comprendre et qui aura aussi le pouvoir, par exemple, de mettre un communiqué de presse sur son site internet pour brand marquer, par exemple, une entreprise qui aura eu des défaillances. Et je crois que ce risque réputationnel
compte tenu des attentes, tant des clients mais aussi des employés, est probablement le principal risque auquel il faut faire face à l'heure actuelle. Et comment y faire face? Je pense que les différentes mesures qui sont évoquées aujourd'hui, des mesures techniques, des mesures organisationnelles, sont très importantes. Je pense qu'il est important de documenter aussi le plus possible les mesures qui sont prises, ce qui permettra ensuite, après, d'expliquer aussi tant aux autorités, mais peut-être aussi au grand public ce qui a été fait, parce que le risque zéro n'existe pas. Mais si un jour on est confronté à un data leak, mais on peut expliquer les mesures qui ont été prises, je pense qu'on sera déjà dans une meilleure situation. Et d'autre part, je pense qu'on devrait aussi essayer de réfléchir à des plans, des simulations en cas d'attaque, réfléchir qu'est-ce qui se passe si ce matin je reçois un email d'un hacker qui dit qu'il a crypté l'intégralité des données de mon entreprise, quelles sont les démarches que j'entreprends, qui est-ce que j'appelle, qui est-ce que j'informe au sein de mon entreprise, comment est-ce que je gère la dimension communication interne avec mes employés, communication externe avec mes clients, avec la presse. Je pense que là aussi, il y a toute une série de petites mesures auxquelles il faut réfléchir à l'avance pour anticiper un scénario qui malheureusement pourrait arriver. Ça dépasse, comme vous le voyez, largement le monde du droit, mais je pense qu'on a plusieurs compétences, tant juridiques que de communication, que de techniques IT, devraient permettre de gérer un tout petit peu ce risque. Merci beaucoup. Patrick Amaru, je m'adresse à vous maintenant. Qu'est-ce que l'État et plus particulièrement le canton de Vaud met en place pour favoriser les conditions cadres pour les entreprises? Alors, quand on parle des conditions cadres, il faut voir là qu'on parle de l'évolution du numérique globalement, hein, cette transition numérique. Donc là, je remonte un peu plus haut que juste la cybersécurité. Mais donc, le canton de Vaud travaille et s'est doté d'une stratégie numérique qui s'appuie sur 5 piliers. Ces 5 piliers, on va retrouver des piliers qu'on vient d'aborder, hein, par exemple les données, toute la politique des données que l'on doit avoir, tant pour nous au sein de l'État que la politique qu'on doit soutenir de manière un peu plus générale. On parlait du préposé fédéral. Donc là, il y a une politique qui est autour de la donnée. Il y a un autre pilier qui est autour des infrastructures. Et puis justement, après, on voit il y a un enjeu autour des infrastructures, tant des infrastructures de communication, mais que des infrastructures, par exemple, d'hébergement de données. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et puis après, on a 2 autres piliers, un qui concerne l'accompagnement des personnes, donc des citoyens, mais qui a un effet de bord sur les entreprises aussi, hein. L'accompagnement des entreprises, c'est le 4e pilier. L'accompagnement des personnes, alors c'est clair que ça va être beaucoup dans la sensibilisation, la formation, parce que ça commence par les plus jeunes années à l'école pour faire comprendre les enjeux du numérique, faire comprendre les enjeux autour de la sécurité informatique. Donc ça commence dans les plus jeunes années, mais ça aussi, ça se déploie, on dira au niveau des apprentissages, de la formation professionnelle, et plus important encore, de la formation continue, donc pour chaque personne qui est en emploi. Après, on a l'accompagnement des entreprises. On peut séparer cet accompagnement des entreprises en 2 volets. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, et on est là pour discuter des risques, des cyber-risques, on va dire, la cybersécurité. Ça, c'est un volet où l'État se doit d'accompagner les entreprises en soutenant, on dira, les différents événements, par exemple, comme on a ici aujourd'hui, en mettant à disposition sur le site vd.ch, /cybersécurité, vous retombez sur une application que les petites entreprises peuvent utiliser, tant pour, je dirais, essayer de capter des bonnes pratiques. On a une dizaine de pratiques qu'on met en avant. Tant qu'en cas de crise, par exemple, si vous êtes hacké, on vous met là directement le mode d'emploi avec les accès, par exemple, pour contacter directement la police, pour essayer de fluidifier cette étape-là. Donc voilà, ça c'est l'accompagnement des entreprises sur le volet cybersécurité, mais il y a un autre côté d'accompagnement aux entreprises, c'est qu'on voit le risque aujourd'hui numérique, mais il y a les opportunités du numérique. Et il faut que pour les sociétés, en tout cas en terre vaudoise, mais plus globalement en Suisse, il faut qu'on arrive à mettre un écosystème, à soutenir les entreprises qui peuvent gagner dans cette transition numérique. Et ça, c'est ce volet, j'ai entendu avant qu'on parlait par exemple d'Innovo, c'est typiquement par ces organes-là que le canton de Vaud veut soutenir ces aspects-là. Et il y a un dernier pilier, le 5e pilier, qui est plus autour de la gouvernance, parce que
tous ces sujets sont extrêmement complexes et en fait, il faut se coordonner entre tous, les associations, les différents niveaux institutionnels, confédérations, cantons, communes. Et ça, c'est aussi un effort de synchronisation important. Merci. Patrick Ségu, quels sont les avantages de confier ces données à un pays comme la Suisse ? Alors, à force de parler de dématérialisation, on commence pratiquement à oublier qu'on vit quand même dans un monde réel. On est de plus en plus déconnecté, on disparaît. Et puis, ce qui est important pour l'hébergement de données, c'est vraiment aussi sa composante physique, c'est l'emplacement où est-ce qu'il va se trouver. Pour 3 raisons que j'ai évoquées ici, premièrement, c'est déjà l'emplacement qu'on choisit. Alors, on a dit la Suisse, grâce à ses grandes infrastructures, on va pas nier qu'on a un pays qui est bien organisé, des bonnes infrastructures, une zone avec très peu de risques naturels, pas de typhon, on a quelques zones inondables, mais on voit que dans certains pays, c'est des impacts de 400-500 km. Donc nous n'avons pas ça, même avec le réchauffement, donc on est encore dans une bonne zone. Pour autant, il y a quand même quelque chose à faire, c'est une fois qu'on fait la localisation. La Suisse, c'est bien, mais après, il ne faut pas se mettre n'importe où. Il y a forcément des risques industriels, de transport. Il ne faut pas se mettre à côté, c'est naturel, de cuves d'essence. Il ne faut pas se mettre près d'une zone. Bon, le Liban est un peu loin, mais voilà, justement, qui peut avoir effectivement des explosions. Donc il y a toute cette problématique. Donc oui, en Suisse ou en Suisse après, quoi. Après, il y a effectivement le principe de territorialité. C'est-à-dire, bon, on fait quand même partie, alors on parle d'un pays, de nouveau extrêmement bien socio-politico-économique, qui va bien, où il y a la confiance, si ce n'est centenaire, millénaire, dans ça. Mais il faut relever, on nous en a parlé, aussi, qui sont les interlocuteurs. Alors, est-ce qu'ils sont suisses? Bon, les institutions, mais aussi les entreprises. Et certaines entreprises qui, malheureusement, ont quand même une pression étatique à l'extérieur lorsqu'elles sont des filiales. On ne va pas parler de tous les actes, les X-actes qu'ils peuvent avoir, justement, qu'on voit de plus en plus actuellement de pressions qui viennent de l'extérieur et des fois de façon même plus juridique, mais erratique par certains présidents un peu fous. Donc, effectivement, en Suisse, avec des Suisses, ou en tout cas des choses compatibles suisses. Puis, dernière partie, c'est est-ce que externaliser ces données à l'extérieur et tout, est-ce que c'est perdre le contrôle de ces données? Non. L'avantage d'un data center, en tout cas de mutualiser la sécurité, les télécoms et tout, ça permet, comme a montré Gabriel pour d'autres centres, c'est pas de perdre le contrôle de ces données, mais ça n'empêche pas quand même de vérifier quand même ce qui est raconté. Les audits sont indispensables, il y a beaucoup de sociétés qui font des audits, et de vérifier les certifications. On a parlé pour les data centers l'Uptime, pour l'informatique l'ISO, les Suisses labels, et vérifier toutes les déviations qu'il pourrait y avoir. Donc quand même, se dire, on est bien, globalement, tout l'environnement, mais ça n'empêche pas quand même d'aller regarder en détail qu'est-ce qui est caché derrière, quoi. Et trouver effectivement, et ça c'est notamment votre travail juridique, et voir la partie administration, et comme ça permet de boucler. On va passer aux questions. Alors, je vais prendre une première question des participants qui sont en présentiel avec nous. Allez-y. Merci, Pascal. C'est bon, on m'entend ? Moi, j'ai une question pour M. Zaretti. Vous avez dit que vous avez démarré en créant une équipe. Mais qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce que c'était le déclencheur, en fait, pour vous poser cette question, puis vous dire maintenant, il faut qu'on y aille, il faut qu'on crée une équipe pour mettre tout ça en place. Je pense que ça vient de certains éléments de la direction qui vous a donné une impulsion. Comment c'est venu, ça ? Merci pour la question. Alors déjà, c'est pas récent qu'on a des systèmes informatiques dans les entreprises. Je dirais que c'est assez répandu depuis une vingtaine d'années, donc il n'y a rien de nouveau, je dirais, au niveau de comment gérer vos données déjà internes à votre société, parce qu'évidemment, on a un peu informatisé quand même nos entreprises. Donc il y a déjà une équipe en place. Quand on parle de choisir une équipe, c'est d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits, pas que les personnes qui s'occupent de la sécurité des données ou pas que les informaticiens, mais finalement d'avoir votre équipe qui vous suit. Et ça se fait, je dirais, d'une manière continue dans une société. Maintenant, pour être peut-être plus proche au niveau de votre question,
Là où mon intervention se situait tout à l'heure, c'est plus au niveau des données, des objets communicants. Donc évidemment, quand on parle de données ou qu'on parle de sécurisation des données, ça fait partie de ces superbes termes qu'on entend beaucoup dans les médias et puis qui permettent de réunir un certain nombre de personnes dans une salle. C'est très bien, mais autant de personnes qu'on est, je pense chacun a sa vision de qu'est-ce que c'est la sécurité des données. D'accord ? Donc ça, c'est assez vaste pour le noter, je dirais. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport aux objets communicants. À partir du moment où vous avez des objets qui communiquent, je dirais que vous avez des données un peu plus accessibles potentiellement que vos simples données, je dirais, de vos clients ou de l'adresse de vos clients ou finalement des comptes en banque où verser l'argent à vos fournisseurs, comme disait Nicolas tout à l'heure. Donc là, il s'agit ensuite d'avoir des personnes qui sont diversifier un petit peu finalement les compétences qu'il y a au sein de l'entreprise. Comme je le disais tout à l'heure, chez Claval, nous sommes une société industrielle plutôt au niveau, je dirais, mécanique et hydraulique. D'accord ? Quand on parle après d'objets communicants, on a besoin de diversifier un petit peu les connaissances et avoir des gens qui sont un peu plus experts dans la communication. Donc ça commence par là déjà. Des gens qui connaissent ce domaine-là. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on va commencer à ajouter, c'est-à-dire qu'on ne change pas d'orientation, on élargit notre domaine finalement. Et on rajoute des gens qui sont capables de parler dans ces langues-là finalement. C'est-à-dire qu'ils sont capables de savoir de quoi ils parlent quand on parle de communication. Alors ensuite, après la communication, il y a la donnée. Comment est-ce qu'on la traite ? Comment est-ce qu'on la sépare des autres données ? Comment est-ce qu'on la sécurise au niveau, pas seulement de la donnée elle-même, mais de l'infrastructure elle-même. Donc on travaille avec des gens qui connaissent ça. Et puis évidemment, étant une PME, on ne peut pas non plus devenir une société purement informatique ou IT. Donc on travaille avec des partenaires qui nous aident à mettre ces choses en place. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Sandrine, est-ce qu'on a une question des participants en ligne ? Par contre, on n'entend pas la personne. Oui, bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, je suis Ivan Mariglanca. Je suis le fondateur d'une start-up qui s'appelle Canopé. Et nous avons le but de sensibiliser, de limiter l'impact de la technologie digitale, que ce soit sur la sécurité, sur l'environnement et l'économie. J'avais une question aujourd'hui. 3/4 des données numériques passent par les data centers en Virginie. Donc c'est les sièges des GAFAM. Et je voulais poser la question suivante. Aujourd'hui, la construction des câbles sous-marins qui relient les data centers est faite par des entreprises privées. Les plus grands data centers sont gérés par des entreprises privées, notamment, par exemple, récemment, il y a eu le cloud d'Azure en France, géré par Microsoft. Comment est-ce que les entreprises et les gouvernements se positionnent par rapport à cette sécurité qu'on essaye de ces données qu'on essaie de protéger, alors que la plupart des infrastructures, ou pour ne pas dire toutes, sont gérées par des entreprises privées, notamment les GAFAM, qui à eux seuls représentent presque 60% du PIB européen. Comment on arrive à sécuriser ces données alors qu'elles sont gérées par des grandes entreprises qui ne souhaitent que se faire de l'argent avec nos données? Merci. Qui attrape cette question? On a deux parties de questions, un sur les data centers et un sur la souveraineté des données. Et puis un sur les aspects légaux aussi. Mais sur le volet des gouvernements, alors je ne sais pas s'il m'entend, mais sur le volet des gouvernements, on est bien conscient de ça. C'est pour ça que le premier pilier pour nous, c'est la politique de la donnée. C'est qu'est-ce qu'il faut légiférer, qu'est-ce qu'il faut, on dira, poser comme principe tant pour les données que les étagères que pour les données, on dira, qui sont gérées plus globalement. Donc, la loi sur la protection des données personnelles, c'est un des aspects qui est couvert, d'accord? Enfin, qui est couvert, qu'on est en train de couvrir, hein, parce qu'on est très loin d'une situation idéale à l'heure actuelle. Et puis, du côté de notre politique des données, on a mis un axe sur la souveraineté des données. Donc, pour nous, cette souveraineté des données, ça veut dire, oui, il peut y avoir des aspects légaux. Je vais exprimer un cas de figure. Par exemple, les données fiscales. D'un point de vue légal, il n'y a rien qui nous empêcherait de mettre les données fiscales vaudoises en Allemagne, par exemple. Maintenant, est-ce que politiquement, on veut vraiment faire ça? Ça veut dire qu'au premier litige, gros litige qu'on aurait entre les pays, on a quand même donné on dira, le bâton pour se faire battre. Donc après, on doit avoir, il y a les aspects légaux, et puis il y a les aspects
de politique interne. Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc nous, le canton de Vaud, on a un axe très fort sur la souveraineté des données. Et on essaye d'infuser ça. Je disais, dans le 5e pilier, il y a cet aspect gouvernance. Nous, on essaye de faire beaucoup de lobbying au niveau fédéral pour qu'au niveau fédéral, on reprenne aussi, on dira, cette stratégie-là qui va dans le sens de la souveraineté. On voit dans certains pays, il y a cette démarche qui commence à être faite aussi. Et puis, c'est par ce biais-là d'insister sur la volonté d'avoir de la souveraineté sur ces données qu'on va pouvoir aussi réguler les entreprises privées il y a un certain moment. Dans mon avis personnel, ce n'est pas forcément mauvais que les entreprises privées fassent partie du jeu, mais par contre, il faut qu'on cadre, on dira, la marge de manœuvre que ces entreprises ont. Ce n'est pas parce que Google a des données que Google doit pouvoir faire n'importe quoi. Donc ça, c'était le volet, on dira plus, côté administration. Alors, ça me touche ce que vous avez dit, notamment sur la Virginie. Je ne connaissais pas tellement les data centers, mais pour ceux qui ont vu il y a 2 ans environ un reportage sur les data centers américains en Virginie, ça passe un peu, même moi, je ne connaissais pas, où effectivement, ils fonctionnent au charbon. Il y a des wagons de charbon qui sortent, les gens ne le savent même pas, et effectivement des wagons et des centrales à charbon, typiquement le modèle Trump, Virginie. Et puis, tous les data centers se sont collés tous autour. Mais pendant ce temps, dans la communication, vous les voyez tous avec des Prius et des Tesla en Californie. Donc il y a 2 modèles différents, on dit « Ah, c'est formidable, que ça », mais quand vous regardez où ils sont posés, c'est un moment. Et nous, Européens, Suisses, qui faisons des efforts, qui tendons vers le Green Data Center, vers le carbone neutral et tout, alors eux en font certainement, mais financièrement, c'est certainement pas là qu'ils mettent la masse. Donc je suis tout à fait d'accord avec la Virginie est vraiment le cas emblématique. Philippe, vous avez été pointé. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? C'est très intéressant et peut-être pour donner un petit éclairage juridique à cette question qui est tout à fait pertinente. En fait, ça rejoint un tout petit peu l'exemple que je donnais avec les boulons pour construire la voiture. Je crois qu'il y a l'attente de savoir finalement où se trouve le boulon pour construire la voiture et de la même manière, il y a une attente aujourd'hui de savoir où est-ce que sont finalement stockées ces données. Et c'est clair que la question va dans le sens de la question de l'enjeu de l'externalisation d'un certain nombre de processus de gestion ou de stockage de données personnelles. Et là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. Cette externalisation, elle peut avoir des opportunités en matière de sécurité, en matière de mutualisation finalement des mesures de sécurité que individuellement une PME ne pourrait pas nécessairement se payer, mais si évidemment le coût est répercuté sur tous les clients d'un data center, je pense que c'est tout à fait juste. Et je crois qu'il y a eu maintenant là vraiment un changement aussi un peu de perception sur ces questions-là. Moi, je conseille aussi à un certain nombre d'acteurs de l'industrie financière et c'est vrai que là, quand on parlait d'une externalisation des données il y a encore 5 ou 10 ans, c'était une forme d'anathème. Si on utilisait le terme données clients et cloud dans la même phrase, on se faisait excommunier. Et puis aujourd'hui, on est dans un monde complètement différent où si un projet dans une banque n'a pas une dimension cloud, on demande pourquoi finalement on n'utilise pas un cloud. Donc on a quand même assisté à un certain changement sur ces questions-là. Donc c'est clair qu'il y a des opportunités aussi en matière d'amélioration de la sécurité par le biais de recours à des data centers, mais aussi une série de risques qui se posent. Et un des risques principaux, c'est effectivement la question de l'accès à ces données. Accès à ces données, d'une part, par le prestataire auquel on confie ces données, accès par les sous-traitants du prestataire auquel on confie ces données, et enfin, accès par les autorités qui ont un pouvoir de contrôle direct ou indirect, soit sur le prestataire, soit sur les sous-traitants du prestataire. On sait que ces prestataires sont parfois liés aux États-Unis, on sait que certains sous-traitants sont parfois liés à la Chine, on a affaire à des États qui parfois prennent des mesures aussi qui ne sont pas nécessairement prévisibles. Et donc ça, il y a une véritable attente, à mon avis, et un besoin pour les entreprises qui choisissent d'aller vers le monde d'une externalisation de la gestion de leurs données personnelles, ce qui est, à mon avis, un pas qui est vertueux pour toute une série de raisons, mais aussi de poser des bonnes questions et de poser non seulement des questions à leur contrepartie, à la personne qui va hoster les données, mais aussi d'aller à l'étape d'après, se dire, mais certes, j'ai un hosting dans tel et tel pays, mais est-ce qu'il n'y a pas un sous-traitant qui a accès à mes données dans tel et tel autre pays? Est-ce que finalement une autorité du pays XYZ ne peut pas avoir un accès à ces données et se rendre compte que dans un monde aujourd'hui qui est peut-être un tout petit peu moins stable que le monde qu'on a connu ces derniers temps, finalement ces données-là ont de la valeur et donc les autorités qui n'arrivent peut-être pas à directement obtenir des données d'une entreprise iront peut-être voir un data center qui sera localisé dans tel et tel pays. Et je pense qu'il y a un réel effort de réflexion encore à faire au niveau du lancement de ce genre de projet d'externalisation.
Steven, je sens que... Ouais, je voulais juste revenir avec des retours qu'on a du terrain quand on voit des entreprises, notamment des PME, on parlait des PME dans la finance, où au début ils disaient, nous, toutes les données doivent rester chez nous, puis ils voient le prix que ça leur coûte, puis après ils disent, bon, peut-être on va le mettre dans un data center, c'est quand même bien moins cher, puis après ils voient le prix dans le cloud, puis ils font, waouh. Et il y a cette réelle conscience, et il faut le dire, il y a un coût à avoir ces données chez soi par rapport à le mettre dans un cloud global. Et ce coût, généralement, il faut le mettre par rapport à un risque. Et très souvent, on se retrouve face à un risque émotionnel, où les gens disent « Non, mais moi, j'ai peur que le fisc français va commencer à fouiller dans nos données » ou ce genre de choses. Et de nouveau, il ne faut pas ignorer le risque émotionnel, parce que c'est ça qui nous empêche de dormir la nuit, il faut le prendre en compte. Mais il faut avoir vraiment un côté très pragmatique. Et Nicolas a parlé de la CIA, enfin, confidentialité, intégrité, disponibilité, et c'est pas l'autre CIA. Mais c'est important à ce moment-là de se poser la question. Voilà, pour moi, la confidentialité, c'est important. OK, alors est-ce que je vais mettre mes données dans un data center où je veux dans le monde, mais les clés de cryptage, je vais les garder? Où l'intégrité est importante. Alors comment est-ce que je peux avoir des contrôles pour m'assurer que les données ne sont pas modifiées? Ou la disponibilité. Je vais utiliser le cloud, mais je vais avoir un failover dans mon bureau au cas où mon cloud tombe ou se fait saisir. Et je pense que c'est dans ce genre de raisonnement où on peut peut-être profiter de cette globalisation et de ces data centers en Virginie ou qui soient, qui sont une réalité, et lutter contre, c'est honnêtement, c'est comme dire on ne veut pas acheter des choses en ligne parce qu'on va aller dans les magasins, on est en train de lutter contre le courant. Il faut aller avec, mais il faut aller avec un contrôle, être conscient des risques qu'on est en train de prendre, de voir les avantages qu'on a et de minimiser ces risques en disant moi c'est ça qui me fait peur et c'est comme ça que je vais le contrer. Merci. Est-ce qu'on prend une question de la salle? Bonjour, moi j'aurais une question sur l'aspect plutôt de la sensibilisation. Donc Megaverse, c'est une jeune start-up qu'on a lancée avec mon partenaire qui s'attelle en fait à cette problématique qui est comment en fait éduquer les gens sur les bonnes pratiques de la sécurité. Et donc du coup on a beaucoup de choses, de commentaires qui nous viennent sur ce sujet-là. Et j'aurais une question donc pour Christophe et Steven à ce niveau-là. C'est savoir quels sont les freins que vous avez en fait déjà eu à manœuvrer en fait les freins qui ont été à la sensibilisation chez vous, et puis également quelles sont les bonnes pratiques que vous avez déjà pu mettre en place, qui sont un peu les tips, qu'est-ce qui fonctionne bien? Donc si je commence à répondre, je dirais au niveau des freins, finalement la sécurité des données n'est pas différent qu'un autre sujet que vous pourriez traiter dans une entreprise qui serait un changement, je dirais, ou une évolution de votre entreprise qui va avec le temps. Donc que ce soit la sécurité des données ou autre, vous vous retrouverez dans une société avec des gens qui embrassent ces changements, puis des gens qui ont un peu plus de peine à embrasser ces changements. Ça peut être pour des raisons générationnelles, ça peut être pour des raisons, je dirais, de manque de sensibilité ou autre. Et donc on en revient finalement à avoir une équipe qui puisse être avec vous. Et ça, c'est vrai je dirais, quel que soit le sujet. Dans une entreprise, quand vous avez des collaborateurs, si les collaborateurs ne sont pas avec vous, votre guerre est perdue d'avance, entre guillemets. D'accord ? Donc c'est déjà d'avoir les gens avec vous. Effectivement, il y a des gens qui ont de la peine à embrasser cette sécurisation des données au sens large du terme, je dirais. Souvent, c'est dû à un manque de sensibilité, c'est-à-dire on minimise, je ne sais plus, c'est Steven qui disait ça tout à l'heure, c'est un des noms, mais finalement, ce n'est pas forcément les entrepreneurs qui disent ce nom, ou ils disent ouais, on est trop petit, ou c'est pas si dangereux que ça. C'est aussi parfois les collaborateurs donc c'est sensibiliser les gens finalement à expliquer finalement le risque qu'il y a. Reprendre des exemples qu'on retrouve à peu près tous les jours dans les médias, donc c'est assez. Dernièrement, on en a eu quelques-uns, donc c'est pas un grand problème. Donc je dirais que c'est principalement sur ce genre de choses qu'on s'appuie au niveau d'une entreprise pour le faire. Ensuite, les tips. Bon, les tips, on pourrait en parler, je pense, pendant toute la journée pour dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place ou pas dans une société. Il y a toute une série de choses. Je pense la première chose, c'est finalement rester réaliste, avoir un peu de sens commun. Ça résout déjà une grosse partie des choses. Et puis ensuite, je dirais, il faut éviter aussi, comme je le disais tout à l'heure, d'essayer de mettre en place
être le premier de classe, du premier de classe, être meilleur que les meilleurs au niveau de la sécurisation, surtout pour une PME. Donc restez aussi pragmatique. Qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui s'applique à votre société ou pas. Donc ça va dépendre de tous les profils, d'entreprise et domaines d'activité. J'ai Cyriane qui a très envie de... Juste sur la formation, en fait. Les informaticiens, jusqu'aujourd'hui, sont mal formés. Alors, et si vous prenez un architecte, lorsqu'il construit son bâtiment, et on lui dit « Ah, je ne vais pas tenir le délai » ou « Il n'y a pas assez de fonds », ça ne va pas lui venir à l'esprit de dire « OK, je vais m'en passer des portes de secours parce qu'ils coûtent cher. Si je me passe de portes de secours, je suis dans le budget. » Un informaticien, il ne réfléchit pas comme ça. L'informaticien dit « OK, le délai, c'est la semaine prochaine, il faut que je livre le logiciel. Je vais me passer de fonctionnalités dont je n'ai pas besoin. » Et donc ça, c'est l'informaticien avant. Et aujourd'hui, dans toutes les écoles, grâce en partie à cause de la RGPD, on change le curriculum. Aujourd'hui, on va former des informaticiens, et il y a un nouveau programme à la HEG, pour que la sécurité soit membre de cursus de tout au long. Si vous avez une étudiante qui sort de chez nous dans 5 ans, et vous lui dites on ne va pas tenir de délai, donc pour la base de données, on peut se passer de tous ces moyens pour indexer les données personnelles. Il va vous regarder comme si vous étiez fou. Donc ça change aussi. Mais aussi, une autre chose pour la sécurité, je fais beaucoup de rapprochement, la comparaison avec les sûretés dans le bâtiment. Donc il y a 100 ans, il n'y avait pas de porte de secours. Et puis il y avait le RGPD de l'époque où il disait il faut mettre des portes de secours et tous les constructeurs, ils vous regardent, ils disent non, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, c'est dans le mers. À la fois, il y a les outils, comme les extincteurs. Les gens comprennent que c'est un processus, qu'il faut que quelqu'un soit à la responsabilité de voir s'il y a des gens dans les bâtiments. On sait que malgré les dispositions qu'on prenne, il y aura des feux et qu'il faut prévoir que lundi prochain, il faut peut-être qu'on continue notre entreprise depuis un autre endroit. Et ça va venir pour la sécurité. Moi, je suis assez optimiste à la longue. Un peu inquiet pour le présent, mais à la longue, je suis assez optimiste pour la cybersécurité. Je vous ai coupé, Stéphane. Merci. Moi, je commencerais d'abord par dire que le côté humain est absolument essentiel et je pense que tout le monde le dit assez. Toutes les solutions sont très bien, mais à la fin, c'est un utilisateur qui peut faire une erreur et ça bypassera n'importe quel firewall antivirus. Donc ça c'est quelque chose d'essentiel. Le problème, c'est que les humains, les employés, les gens qui travaillent, ils ont un temps limité pour faire ce qu'ils doivent faire et former des gens, ça prend du temps. La sécurité, c'est l'opposé de l'efficacité. Donc si je dois rappeler quelqu'un pour être sûr que c'est à chaque fois lui qui a réellement envoyé un email ou faire valider par 5 personnes avant de faire un virement, on perd en efficacité. Donc il y a une balance qui est très importante toujours à trouver entre cette efficacité dont on a besoin pour être concurrentiel et ce besoin de sécurité et comment y arriver. Et là, je pose le problème, je pense que tout le monde s'en était déjà assez rendu compte. Alors maintenant, la question des tips ou comment est-ce qu'on arrive à faire ça, je pense que de ce que nous, on a vu comme expérience, d'abord, les formations, si on est en train de former des gens en disant c'est ça les lois que vous devez suivre, c'est ça les règles que vous devez suivre et c'est tout, ils ne vont pas le faire. Je pense que d'abord, ils doivent comprendre. Parler des exemples des incendies, vous montrer comment ça fonctionnait une évacuation dans un bâtiment sans porte de sortie de secours et comment ça fonctionne avec. Les gens voient ça et disent « je comprends, je vois la différence, je comprends pourquoi c'est utile ». Je pense qu'aussi les gens, ils n'ont pas que des ordinateurs au bureau, ils l'ont aussi à la maison. Et de leur montrer que ce qu'on leur apporte au bureau, ça a aussi une valeur à la maison, ils l'intègrent plus, ils l'intègrent personnellement, ça leur parle. Et finalement, dernier point, en entreprise, on voit que les gens aiment les formations en continu. C'est quand on recrute des gens, une des questions qu'ils nous posent, c'est mais est-ce qu'on aura l'opportunité d'apprendre des nouvelles choses, de faire des séminaires, d'avoir des certifications? Ils ont cette envie de pouvoir continuer à apprendre et de dire mais nous, dans notre entreprise, on va vous former sur ces nouveaux risques, sur ces nouveaux métiers. Vous allez avoir, quand il y aura le nouveau Excel qui va sortir avec 453 boutons, vous saurez comment ça marche. Et quand il y aura ces nouvelles menaces sur les emails, on vous expliquera comment vous protéger. Vous apprendrez plus, vous aurez une meilleure valeur pour vous et pour l'entreprise. Ça c'est quelque chose qui parle aux gens. Oui. Peut-être si j'ose juste compléter sur une chose, parce qu'en fait, on n'a pas parlé du format par rapport à ça. Et puis, à mon avis, si on parle de tips, le format, c'est vraiment d'arriver avec des modules de formation très courts qui ciblent des sujets. Et là, on voit, c'est dans l'air du temps, mais ça fonctionne bien.
En fait, plutôt que de se dire, on va faire exactement, plutôt que de faire, on va faire 2-3 jours de formation sur un sujet, de dire non, on ne va pas leur transmettre le tout, mais on transmet juste les éléments principaux pour les sensibiliser sous la forme d'un petit module d'une dizaine de minutes, quinzaine de minutes. Ça marche souvent mieux que d'essayer de prévoir de former tout le monde 2-3 jours. Et au final, là, les résultats ne sont pas forcément là. Il y a aussi le partage d'expérience. J'aime bien l'idée, comme le pilote, dans l'avion, ils ont un petit cahier, donc dès qu'il y a le moindre problème, ils peuvent voir. Checklist, oui. Et ça, c'est des choses qu'on peut partager entre PME. On a le temps pour une dernière question en ligne. Micro. Rebonjour, c'est encore moi. C'est très intéressant ce que vous dites, et du coup, il y a une... Ah, j'ai pas mis la caméra, je sais pas si... Là, je vois plus. C'est vrai qu'on aimerait vous voir maintenant. Donc aujourd'hui, notre société devient de plus en plus digitale. On peut faire nos impôts sur Internet, nos emails sont stockés dans le cloud, nous nous envoyons des messages via WhatsApp ou autre. Ma question, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, il y a un courant qui s'appelle la low-tech, revenir à la low-tech, c'est-à-dire à revenir à des technologies beaucoup plus simples, de se passer du luxe aujourd'hui qu'on nous vend et qu'on nous dit que c'est forcément nécessaire. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, de privilégier les SMS, la 2G, la 3G, et non pas populariser la 5G pour des usages qui ne sont pas nécessaires. Regarder des vidéos de chat en 8K sur une télé de 50 pouces n'est pas forcément la chose la plus intelligente à faire, par exemple pour l'environnement. Et peut-être garder la 5G pour des départements tels que la santé, l'éducation, le militaire, le médical. Voilà, merci. On va répondre sur le low-tech, hein, pas la 5G. Mais Je me lance dans une réponse. Je pense qu'il y a une chose qui est la vie privée, une chose c'est la vie professionnelle. Et dire maintenant, mon entreprise, on a décidé d'aller en low-tech, on ne va pas être concurrentiel et il y a peu de chances qu'on survive. Je ne dis pas que c'est fondamentalement mauvais. Je dis que moi, je ne fais pas des business plans, mais ce n'est pas un business plan qui me semble très réaliste. Je pense aussi que la technologie, elle n'apporte pas que du bien. Il faut juger ce qui est bien ou pas, ce qui est utile ou pas. Mais de façon générale, je me rends compte que d'utiliser WhatsApp plutôt que des SMS ou un autre système que WhatsApp, les messages qui sont augmentés, on peut mettre des emojis, on peut mettre des photos, on peut mettre des documents, on peut faire des vidéos. Ça a une réelle valeur dans ma vie de tous les jours, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec mes amis, que ce soit de façon professionnelle. Donc on me demande de retourner en arrière. Non, ça ne m'intéresse pas. Si je peux me permettre aussi, peut-être rapidement, mais là on est vraiment plus au niveau de la question, je dirais, philosophique que réellement technique et implémentation pratique, comment on fait les choses. Donc là, c'est plus, je dirais, des sensibilités personnelles qu'autre chose. Et je me souviens, ça fait quoi, une vingtaine d'années maintenant, une quinzaine d'années, où il y avait encore beaucoup de personnes qui n'avaient pas de smartphone. Donc on avait toujours ces personnes qui disaient « moi, j'aurai jamais de smartphone ». Alors peut-être qu'il y en a encore, mais on voit que finalement, la société, elle évolue vers quelque chose. Alors, comme on le disait tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui le disait, on peut lutter contre. À titre personnel, on peut lutter contre, mais à titre, je dirais, de société et d'entreprise, c'est compliqué. En pratique, je ne sais pas comment on fait, en tout cas au niveau d'une société, pour dire « ah, nous, on fait maintenant du low-tech et puis on reste plus concurrentiel ». En pratique, je ne sais pas comment ça se passe. Donc effectivement, pour toutes les impressions philosophiques qu'on ait, c'est clair, c'est très bien. Mais... moi, j'ai envie de conclure sur le fait que si les gens l'adoptent, c'est que c'est utile. À un moment donné, ça a un coût. Quelle que soit la technologie, et si les gens finissent par l'adopter et par la conserver, c'est que ça a une utilité dans leur vie, ça a une utilité dans leur métier, ça leur permet d'être plus rapide, plus efficace, et puis qu'à un moment, il y a un tri qui se fait automatiquement entre ce qui n'est pas utile et ce qui est utile. Pour revenir sur la 2G, la 2G, c'est quelque chose qui est cassé. La 2G, c'est extrêmement facile à intercepter et à décoder aujourd'hui. Donc, à un moment donné, on est obligé d'avancer si on va avoir quelque chose de sécurisé. Vraiment, du point de vue de la sécurité, on ne peut pas se contenter de conserver les anciennes technologies. Les anciennes technologies sont plus au point. Les anciennes technologies présentent des faiblesses. Si vous gardez Windows XP comme PC, je vous conseille de ne pas le connecter à Internet parce que ça va mal finir. Alors moi, j'aimerais aller un tout petit peu dans le sens de l'intervenant.
Parce que nous, c'est ce qu'on appelle la sobriété numérique. Hein, d'accord ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut revenir sur du XP, il faut revenir. Mais dans la sobriété numérique, nous, ce qu'on aimerait, c'est prendre conscience que toutes les utilisations du numérique que l'on fait ont un coût énergétique. Et puis, donc, il y a cette prise de conscience. Et puis après, il y a des aspects purement pratiques aussi par rapport aux données. Donc, le sujet qu'on discute aujourd'hui. Maintenant, on a tous, pratiquement de toutes les entreprises, on stocke. Vraiment, la politique de conservation et puis de nettoyage dans beaucoup d'entreprises, on peut dire non, on a encore les bases de données des messages ou des messageries qui datent d'il y a 25 ans. On ne sait pas comment on va rouvrir ça, mais c'est conservé. Et puis ça, je pense que dans la sobriété numérique, pour nous, il y a aussi une approche par rapport aux données, de vraiment avoir des plans de conservation et puis d'évacuer, de tuer les données qui ne sont pas nécessaires historiquement. Donc ça, nous, on le met un peu sous le label sobriété numérique. On a quand même cette responsabilité de voir tous les jeunes qui vont manifester, bloquer les rues pour dire, ben voilà, l'écologie c'est important, mais qui sont en permanence sur le smartphone juste pour pas... Il y a un coût énergétique à ça, il faut qu'ils en soient conscients. Et puis, nous, on doit, je dirais, partager cette conscience de la sobriété numérique. Donc, ça va un petit peu dans le sens de ce qui a été dit. S'il n'y a pas d'ajout, eh bien, on clôture cette table ronde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Je vais faire la petite partie remerciements, déjà à vous d'être venus en ces temps compliqués de crise sanitaire, aux participants aussi qui nous suivent en ligne et à leurs interventions, à Actua qui a fait un travail assez incroyable aujourd'hui, merci beaucoup, et surtout à l'équipe d'Alpacity, Sandrine et Michael qui en fait ont organisé tout ça. Voilà. Je les remercie. Oui. Un grand bravo à Delphine Seitier, la secrétaire générale d'Alpacity, qui a su, en fait, avec l'équipe d'Alpacity, réinventer cet événement. On en a parlé il y a quelques mois, ils m'ont posé la question, mais Pascal, qu'est-ce qu'on fait avec cet événement ? On va le repousser de 6 mois. Puis moi, je dis non, surtout pas. Alors, je n'avais pas conscience qu'on allait déménager un camion de télé à l'arrière de la salle. Donc, moi, vous voyez, c'était un peu à la Napoléon, l'intendant suivra. Mais je tiens vraiment à les féliciter parce qu'ils ont fait un effort immense de réinvention de cet événement. Il a quand même eu lieu. Et on parlait avant un peu d'innovation et de sobriété. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus sobre ici aujourd'hui. Mais en fait, tous vos commentaires, dont je vous remercie d'ailleurs, c'était vraiment pertinent, il y a des milliers de gens qui vont pouvoir y avoir accès, et ce pour les années qui viennent. Et ça, je trouve que c'est aussi une piste intéressante. Mais bravo à Delphine et à toute l'équipe. Vous le savez. Vous êtes enregistrés pour l'éternité. Qu'est-ce qu'il raconte ? Eh bien, on va tous aller boire un verre et se restaurer, tous ensemble, donc à la cantine, au numéro 2 dans l'ascenseur. Merci beaucoup. Bravo.